Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. On commence avec Flûte, Flûte et Flûte d'Isaac Asimov. Isaac Asimov, c'est évidemment un des piliers de la science-fiction, c'est le fondateur et le créateur des fameuses lois de la robotique. C'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai déjà lu quelques-uns de ses romans et recueils de nouvelles. Ici on a encore un recueil de nouvelles très court qui se lit très vite et qui va proposer des textes qui ont été très peu publiés et qui ont été écrits dans les années 50. J'ai passé un moment de lecture assez agréable, j'ai bien retrouvé le style de l'auteur. Asimov, c'est vraiment quelqu'un qui a une capacité à vulgariser tout ce qui est scientifique et philosophique sans pour autant les dénaturer, mais en les rendant vraiment accessibles au plus grand nombre. Et là on retrouve encore ce côté-là dans ses nouvelles, avec son humour bien particulier, son cynisme. Il a une écriture vraiment fluide que je trouve très agréable, qui peut être parfois assez pointue mais qui reste quand même facile à suivre. Donc là, je vous ai dit, on a des nouvelles, c'est un format que j'aime beaucoup, surtout en science-fiction, puisque ça permet vraiment de rentrer dans le vif du sujet, d'aborder tout un tas de concepts scientifiques et philosophiques, et puis d'avoir une chute assez marquée, assez marquante. Et c'est vrai que ça peut être pas mal pour ceux qui veulent commencer la science-fiction, puisque là, vous avez pas besoin de vous taper une saga de 6 tomes qui font 500 pages chacun, avec un univers très complexe et qui fait peur, hein, c'est souvent le cas avec la science-fiction. Là, ça va assez vite, on a vraiment des nouvelles très courtes, on est plongé dedans direct. Après celui-là, ce sera pas mon recueil de nouvelles préféré de l'auteur, j'ai beaucoup plus aimé Cher Jupiter, qui d'ailleurs en VO, je crois, est couplé avec celui-là. En fait, il s'agit d'un seul gros recueil de nouvelles, mais en France, on l'a en 2 tomes. Donc j'ai préféré les nouvelles de Cher Jupiter, tout simplement parce qu'ici j'ai trouvé les nouvelles un peu inégales, même si les thèmes sont toujours aussi passionnants et variés. Donc là, on va vous parler de théorie de l'évolution, de l'extinction des dinosaures, de voyage dans le temps, de la radioactivité, d'exploration de planètes ou encore d'expérimentation scientifique. Donc les thèmes sont intéressants, après tout n'est pas forcément bien développé et voilà, il y a quelques nouvelles qui m'ont pas paru dingues. Celle qui m'a vraiment marquée, c'est La Pause, où en fait du jour au lendemain la radioactivité va disparaître complètement de la Terre, que ce soit d'un point de vue matériel ou tout simplement dans la mémoire des gens. C'est quelque chose qui n'existe plus du tout. Sauf pour une personne, un mec qui travaille à la commission de l'énergie atomique, qui lui s'en rappelle, et évidemment il va être complètement flippé suite à cette disparition. C'était assez original et sympa, et voilà, je vous laisse découvrir la chute. Sinon, le point fort vraiment de ce recueil de nouvelles, c'est qu'après chaque nouvelle, on a un petit texte explicatif de la part de l'auteur qui va nous expliquer la genèse de cette nouvelle, les conditions d'écriture de cette nouvelle, il va nous parler de ses éditeurs, de sa vie de famille, de sa vie de professeur. Donc ça nous fait des petites bribes d'autobiographie et c'est hyper intéressant. Donc là au final on a 10 nouvelles, elles sont pas toutes formidables, mais ça peut être un bon point de départ pour commencer l'auteur puisqu'elles sont vraiment très courtes, ça se lit très vite. Et puis c'est l'occasion d'en apprendre plus sur l'auteur, donc c'était plutôt pas mal. On continue avec Odette Tout-le-Monde et autre histoire d'Eric Emmanuel Schmitt. Cet été, c'était vraiment la canicule de l'enfer, on crevait de chaud et du coup j'avais envie un petit peu de fraîcheur dans mes lectures, de lire quelque chose de facile et encore une fois de très court. Du coup j'ai lu ça, qui est un recueil de nouvelles dans lequel on va retrouver notamment Odette Tout-le-Monde, qui est la transposition en nouvelles du scénario du film Odette Tout-le-Monde, qui est sorti genre au début des années 2000 avec Catherine Fro. C'était en 2007, et c'était réalisé par Eric Emmanuel Schmitt, qui pendant le tournage du coup a écrit quelques nouvelles qui sont dans ce recueil de nouvelles. On a 8 nouvelles qui sont 8 portraits de femmes qui, à leur façon, malgré leur vie différente, essayent de trouver plus ou moins le bonheur. C'est un livre que beaucoup de gens ont lu, donc j'étais curieuse de le découvrir, d'autant plus que j'avais beaucoup aimé Oscar et la Dame Rose de cet auteur-là, qui était très émouvant, très touchant, donc c'est un livre qui me faisait très envie. Et j'ai eu bien fait de le lire puisque j'ai vraiment bien aimé, et ça a vraiment eu l'effet escompté de rafraîchissement, puisqu'on a des histoires assez légères, assez douces, assez touchantes, drôles parfois, dramatiques aussi, elles sont pas toutes super gaies. Et puis on retrouve cette plume assez simple mais pas simpliste. C'est un auteur qui va vraiment à l'essentiel, surtout là dans le format nouvelle, et qui va surtout s'attarder sur les sentiments des personnages, et c'est plutôt bien retranscrit. Donc on va suivre 8 femmes qui sont toutes assez différentes, que ce soit de par leur caractère, leur métier, ou voilà, elles viennent vraiment d'horizons différents.
Elles ont chacune leurs problèmes, tout n'est pas rose dans leur vie, et comme elles sont toutes différentes, ça permet d'avoir un large panel et de nous retrouver un petit peu en chacune d'elles. Et puis surtout, ce sont des personnages que j'ai trouvé assez crédibles, l'auteur arrive bien en très peu de pages à nous fournir un petit background des personnages, de leur vie, de leur personnalité, donc on s'attache tout de suite. Notamment la fameuse Odette Tout-le-Monde, qui est une mère de famille, qui travaille beaucoup, et qui est très très fan d'un auteur à succès, qui s'appelle Balthazar Balsan, et ses romans la rendent vraiment heureuse, et un jour ils vont se rencontrer, et lui c'est un auteur qui est pas du tout heureux dans sa vie, même s'il a tout ce qu'il veut, il est toujours à la recherche de ce qu'il n'a pas, il est toujours insatisfait, et du coup cette rencontre va vraiment être touchante, et Odette va un petit peu réapprendre à aimer la vie à Balthazar. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, dans ces histoires on n'a rien d'incroyable, de fantastique, mais c'est très sympathique à suivre. On est sur des vies banales et le quotidien de femmes, qui sont vues avec vraiment le regard poétique et philosophique de l'auteur. Après, il y a quand même un petit côté niais, mièvre, parfois, avec ces personnages, mais bon, ça reste un roman assez frais pour l'été, et puis feel good, donc c'est plutôt une bonne lecture. Et on continue avec Fée-Oui des guillotines de Karim Berouka. Il s'agissait de mon dernier livre de Karim Berouka, ça y est, j'ai tout lu. Je suis très triste. J'avais eu un gros coup de cœur pour le Club des Punks contre l'apocalypse zombie, ça fait des mois que je vous en parle. J'ai lu récemment son dernier roman, Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu, que j'avais aussi beaucoup aimé, et qui était un roman Lovecraftien. Et là, du coup, on va plutôt être dans un mélange de fantasy et de polar noir, et j'ai encore adoré. Donc on va suivre Marc-Aurèle Abdalov, qui est un détective privé qui va se voir confier une affaire assez peu commune par Zaspucine, qui est une fée, une vraie fée. Elle va lui demander de retrouver Zélébor, qui est une autre fée qu'elle déteste, et pour ça il aura un seul indice, c'est un sourire. Elle va lui montrer 3 portraits de 3 femmes différentes, en apparence différente et d'époques différentes, mais elles ont toutes le même sourire, et c'est ce sourire-là qu'il doit retrouver. Parallèlement, on a Étienne, qui est un ami de Marc-Aurèle, qui travaille au bureau des crimes extrêmes, qui lui va avoir affaire à un kidnapping, et qui va retrouver un gosse dans un appart au milieu de kilos et de kilos de weed et de pierres précieuses, et de 3 vieilles emprisonnées. Donc on a des événements plutôt louches qui se passent à Paris, mais du coup peut-être que derrière tout ça, un complot de grande ampleur se cache, et tout un gros bordel entre le monde des humains et le monde des fées. Donc je vous avais dit, le Club des Punks contre l'apocalypse zombie, c'était mon préféré, mais là, après avoir lu celui-là, je crois que c'est celui-là mon préféré, tout simplement parce que en ce moment, j'ai vraiment une addiction à l'urban fantasy. Déjà, on va avoir un mélange des genres qui fonctionne vraiment bien. On va être dans un monde qui ressemble vraiment au nôtre, hein. On est à Paris, une ville un peu crade, qui va à 100 à l'heure, on a l'administration, on a la police, la technologie, vraiment c'est un tome qui est très urbain. Et en même temps, on a l'incursion de la fantasy dans ce monde-là, puisqu'on va avoir des fées, des vraies fées, mais qui sont vraiment complètement loin de l'archétype qu'on en a habituellement. Ça va pas du tout être des fées toutes mignonnes, toutes gentilles, niaises et toutes fades. Jaspucine donc est un personnage assez fort, assez naturel, très spontané. Elle est tout le temps d'une humeur massacrante, elle est complètement larguée dans ce monde moderne, notamment avec la technologie, hein. Elle est complètement larguée puisque la dernière fois qu'elle est venue sur Paris, enfin sur Terre, c'était à l'époque de la Révolution. Et du coup, ce côté révolution, là, ça va donner l'occasion de revenir un petit peu en arrière, de revoir un petit peu l'histoire de France et surtout de la réécrire, puisque l'auteur se laisse aller à y mettre des faits, et donc à modifier un petit peu le cours de l'histoire, et c'est assez drôle. J'ai vraiment aimé sa façon de réinventer toute la mythologie des fées, donc on va vraiment au fil du roman en apprendre plus sur les fées, sur leur société, sur leur protocole, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment savoureux. Donc ici, les fées sont vraiment des femmes fortes, elles sont supérieures aux féaux, et elles se sentent encore plus supérieures aux humains qu'elles considèrent comme une sous-espèce de sous-espèce. Elles sont hyper caractérielles et rancunières, comme je vous l'ai dit, et du coup, faut vraiment pas les emmerder. Donc voilà, on en apprend pas mal, mais malgré toutes ces infos qu'on glane au fur et à mesure du roman, on reste un petit peu sur notre faim, on est un petit peu frustré parce que, notamment, on va pas vraiment voir le royaume des fées, et on a envie d'en savoir encore plus. Donc peut-être qu'il faudrait
une suite, un tome 2, pourquoi pas. Sinon, avec le côté détective, enquête, kidnapping, on va avoir le genre du polar noir ou du policier qui va s'immiscer dans cette fantaisie. On va avoir une enquête pleine de rebondissements, une intrigue policière qui tient bien la route, et puis au final, une histoire qui prend quand même de l'ampleur au fur et à mesure, qui est assez sombre et assez chouette. Et puis en plus de ça, on a vraiment une belle brochette de personnages intéressants, attachants, et qui fonctionnent bien ensemble. On a une vraie équipe pour mener cette enquête. Encore une fois, c'était vraiment génial, c'est un auteur et un roman que je recommande vivement si vous ne l'avez pas encore lu. On retrouve bien le style de l'auteur qui est dynamique, qui est bourré d'humour, de métaphores, qui est hyper incisif. C'est hyper savoureux à lire, quoi, on se marre à chaque page. Mais c'est pas de l'humour con, c'est pas de l'humour potache, c'est de l'humour toujours bien dosé. Et truc chouette, c'est que je me suis rendu compte que en fait Karim Berouka, il aime bien mettre en avant des personnages féminins. Et ça, c'est chouette puisque ça arrive pas forcément souvent de la part d'auteurs masculins. Et il arrive vraiment à construire des personnages féminins qui vont pas être ultra badass ou complètement stupides. Il arrive toujours à leur donner des personnalités vraiment distinctes, des vraies vies, des points forts, des faiblesses, des personnages crédibles auxquels on va tout de suite s'attacher, et de la même façon pour les personnages masculins, qui vont pas être stéréotypés non plus, ou qui vont être inférieurs aux personnages féminins. Non mais il y a un vrai équilibre entre tous ces personnages, et ça c'est vraiment cool. Donc si vous êtes à la recherche d'une enquête assez addictive, d'humour, de faits qui n'ont pas leur langue dans leur poche, de petites réflexions sur notre société, et puis de complots, foncez sur Feuilles des Guillotines, c'est fait pour vous. Et on termine ce point lecture avec le tome 3 de la trilogie des Ferrailleurs qui s'appelle La Ville, et c'est toujours d'Édouard Carré. Donc les Ferrailleurs, je vous l'ai dit, c'est une trilogie d'Édouard Carré qui est un auteur anglais, et qui s'achève, ça y est, c'est le 3e tome, c'est le dernier. C'est vraiment une saga que j'ai beaucoup aimée, elle est hyper originale, que ce soit dans la forme ou dans le fond. On va avoir un côté très gothique, très à la Tim Burton, très théâtral, très loufoque et absurde, et puis très sombre. Donc je vais pas trop spoiler et éviter de raconter ce qui se passe dans le tome 3 si vous n'avez pas lu les 2 premiers, mais dans le premier tome, on suivait Claude Ferraillor, un jeune garçon qui a le don particulier de pouvoir entendre parler les objets. Lui, il appartient donc à la famille des Ferrailleurs et ils vivent tous ensemble dans un immense château au milieu d'une décharge pas très loin de Londres au 19e siècle. Donc dans le tome 1, on y voyait vraiment les liens plutôt bizarres qui unissaient les membres de la famille Ferrailleurs et des objets en apparence plutôt banals, jusqu'à l'arrivée de Lucy Pennant, une orpheline qui allait rencontrer Claude et qui allait le conduire vraiment à remettre en question tout son univers et sa famille. Ensuite, il y avait plein de péripéties, et dans le tome 2, nos 2 héros se perdaient un petit peu de vue et se retrouvaient dans Fetidborough, qui est un faubourg un peu malfamé. Et je raconte pas ce qui se passe, mais dans le tome 3, ils se retrouvent du coup à Londres qui commence à voir les effets secondaires de la présence de cette famille très bizarre dans la ville. Les Ferrailleurs, eux, ils n'ont plus nulle part où aller, ils sont pourchassés par la police, et ils vont devoir mettre en œuvre un dernier plan qui va les amener jusqu'au Parlement et jusqu'à la reine d'Angleterre pour tenter le tout pour le tout. C'est un résumé très concis, parce qu'en vrai il s'est passé plein de choses. Donc on a un 3e tome là qui conclut vraiment bien la saga, j'ai vraiment bien aimé cette lecture, ça clôture bien la série et ça répond aux questions auxquelles on se posait. Mais il est quand même pas aussi haletant que le tome 2, je pense que le tome 2 est meilleur, c'est celui où il y a le plus d'action. Ici, le tome fait quand même plus de 600 pages en poche, et l'auteur prend vraiment du temps à rentrer dans le vif du sujet. Et là, pour le coup, j'ai vraiment ressenti que les dialogues étaient un peu longs, un peu redondants, un peu saoulants à force, même s'ils sont bien représentatifs du style qu'on a dans toute la saga, puisqu'en fait, on a vraiment un côté théâtral dans le style de l'auteur, dans les dialogues notamment, qui se répondent vraiment très vite, qui s'enchaînent très vite du tac au tac. Mais du coup, ça donne un aspect très bizarre à la lecture, et peut-être que ça fonctionnerait vachement bien en pièce de théâtre, en vrai quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un style qui plaira pas à tout le monde, ça je peux le comprendre, c'est vraiment très spécial. Et voilà, pour en revenir à ce tome-là, 600 pages, ça fait peut-être un peu beaucoup, on aurait pu, je pense, abréger
un peu sans que ça nuise à l'histoire, d'autant plus que vraiment à la fin du tome, dans les 100 dernières pages, ça s'accélère vachement vite. Sinon, l'histoire est toujours aussi originale, toujours aussi prenante, et là ce tome-là est beaucoup plus urbain puisqu'on est à Londres. On retrouve bien l'atmosphère gothique, l'atmosphère très sombre, très lugubre, qui fait vraiment penser à Tim Burton, avec en plus les dessins de l'auteur qui permettent de s'immerger encore plus dans l'histoire, et surtout de s'y retrouver parmi les personnages parce qu'ils sont très très nombreux, et que ils sont tous dessinés dans les romans et ça permet de les visualiser plus facilement. Alors on a de très très nombreuses pages de dessins comme ça, il y a parfois même des doubles pages, c'est assez... ça aère beaucoup aussi le roman, ça le rend beaucoup plus rapide à lire et beaucoup moins dense. Sinon ce que j'aime vraiment beaucoup aussi c'est l'époque à laquelle l'histoire se passe, et notamment dans ce tome-là, où c'est plus marqué, on ressent vraiment qu'on est au 19e siècle, en l'occurrence ici on est précisément en 1876, et donc à cette époque-là c'est la reine Victoria qui règne et qui doit justement à ce moment-là ouvrir la session parlementaire. Et du coup j'ai vraiment bien aimé tous ces détails historiques qui donnent vachement plus de poids à l'histoire et permettent de l'ancrer un petit peu plus facilement dans le contexte historique de l'époque et dans une certaine réalité. En lisant cette saga, je savais pas trop si je la mettais dans la fantasy ou le fantastique, mais là avec tous ces détails historiques vraiment très marqués et très ancrés dans le réel, je pencherais plutôt pour le fantastique pour le coup. Et du coup, tous ces détails historiques m'ont vraiment donné envie de lire plus de choses sur l'Angleterre et d'en apprendre plus sur l'histoire de l'Angleterre, donc si vous avez des recommandations, pareil, n'hésitez pas. Bref, c'était vraiment une série qui ressemble à aucune autre, vraiment. C'est très bizarre, mais c'est très addictif. C'était vraiment une saga que je vais garder pour sûr dans ma bibliothèque. Je pense que je la mettrai à côté de la saga de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Si vous avez bien aimé cette saga-là, penchez-vous aussi sur Les Ferrailleurs, parce que voilà, ce côté un peu bizarre, un peu en marge, un peu sombre, gothique, on le retrouve très bien. Donc ça pourrait vous plaire. En tout cas, l'auteur m'a donné envie de découvrir ses autres romans, il y en a 2. Donc si je les trouve un jour, je pense que je les prendrai. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour mes dernières lectures qui étaient encore, toujours très bien. J'ai vraiment de la chance, je tombe jamais sur des romans que je n'aime pas, enfin ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, et c'est très cool. Du coup j'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur le livre que je vous ai présenté aujourd'hui, vous pouvez retrouver dans la description les liens de toutes les chroniques beaucoup plus complètes qui mènent à notre site pugoscope.fr. Vous pouvez aussi y retrouver tous les liens vers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. C'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai déjà lu... Cette phrase n'a aucun sens. Pourquoi se rapprocher ou... je sais pas ce que je dis. Le mariage des dieux. Vraiment original.